Wesh les Ray, c'est Paul. Alors vous le savez déjà, je suis un gars qui kiffe les animés. Et dans tout ce que j'ai vu, il y avait des pépites les gars, masterclass. Mais pourtant ces pépites là les Ray, je vois personne en parler parce qu'elles sont pas connues. Aujourd'hui on va rétablir la vérité en présentant 4 animés pas connus mais insane, je vous assure. Juste avant de commencer, je précise quand même que je vais pas me référer à la popularité sur My Anime List, simplement parce que moi je suis par rapport à la France, à ce que j'en entends, etc. Vous verrez dans la vidéo qu'il y a un animé qui a plus de 1 million de membres sur Mal, et je vois jamais une vidéo YouTube en parler. Voilà, maintenant que je vous ai prévenu, c'est parti. Alors du coup, Cabaneri, c'est quoi? Il s'agit d'un anime de 12 épisodes sorti en 2016, touchant comme genre post-apo, steampunk et horreur, réalisé par Tetsuro Araki et produit par Wit Studio. D'ailleurs, vous remarquerez que Araki s'était déjà occupé des saisons 1 et 2 de SNK. Et à la musique, on retrouve le grand Hiroyuki Sawano, compositeur de SNK. Donc si t'as kiffé ça, tu risques fort bien d'aimer les OST de Cabaneri. Pour moi, Cabaneri, c'est l'animé le plus sous-coté de la liste. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le pense, il n'y a qu'à voir les commentaires de certaines vidéos YouTube. Et maintenant les gars, je vais vous présenter le synopsis. Durant la révolution industrielle, une mystérieuse pandémie frappe le monde et ne tarde pas à se répandre jusqu'aux confins de l'Orient, même dans l'île de Inomoto. Les personnes elles-mêmes infectées ou mordues par d'autres humains infectés deviennent des cabanés, des sortes de morts vivants très durs à tuer car leur cœur est recouvert d'acier spécial qui rend le port des armes conventionnelles des soldats inefficaces. Les humains restants vont se retrancher dans des stations ressemblant à des forteresses reliées les unes aux autres par des trains blindés, les Ayajiro. Au début de l'épisode 1, on voit un Ayajiro rempli de cabanés qui vient se fracasser aux portes de la station d'Aragane et c'est là qu'arrive le personnage principal. C'est un jeune mécanicien nommé Ikoma qui choisit de lutter contre les cabanés. Il se fait blesser pendant un combat et il n'a d'autre choix que d'essayer de stopper la progression du virus dans son corps. Et il finit par réussir. Il devient alors un cabaneri, un être mi-humain, mi-cabané. Il va rencontrer alors Mumei, une autre cabaneri, et il va embarquer à bord du Kutetsujo, avec les rescapés en direction de la ville la plus fortifiée du pays. Et c'est comme ça que commence le long voyage des survivants de la station d'Aragane vers Kongogaku, la capitale du pays de Inomoto. Alors les Rei, il est vrai que l'anime a souffert de sa comparaison avec SNK, parce qu'il a tout de même beaucoup de similitudes. Je pense notamment, vous savez, au début de la saison 1, Eren perd sa mère, et ben on a la même chose dans l'épisode 1. On a des flashbacks du héros qui se rappelle qu'il a perdu sa sœur, et tout comme pour Eren, ça lui donne sa motivation pour battre les titans, ça va donner au héros, donc à Ikoma, sa détermination pour battre les cabanés, et il sera en mode je veux tous les tuer, exactement comme Eren. Il y a aussi le fait qu'il est un Deus Ex Machina en la personne de Mumei, qui comme Mikasa est beaucoup trop forte et soulève des cabanés, genre putain c'est abusé. Genre regardez-moi cette scène de combat. Je pense aussi au fait que Ikoma devient un être mi-humain, mi-cabané, tout comme Eren devient un être un peu genre mi-titan, mi-humain. Mais ça, c'est vraiment pas un argument, c'est vraiment des gros fils de pute les gens qui disent ça. Parce que, par exemple, si tu prends Tokyo Ghoul, dans Tokyo Ghoul aussi, Ken Kaneki devient un être mi-humain, mi-ghoul. Dans Parasite aussi, le héros, j'ai plus son nom, devient un être mi-humain, mi-parasite. Donc ça, c'est vraiment pas un argument, c'est juste un truc récurrent dans ces animés-là. Les personnages de Cabaneri, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très variés. On a un peu des clichés, mais on a aussi des personnalités vraiment que je trouve qu'on trouve pas dans d'autres animés. Alors déjà, on va commencer par les personnages principaux. Bon, bah déjà, Ikoma, il a la détermination, ça j'aime bien. Bon, encore une fois, ça me rappelle un peu Eren, mais j'aime beaucoup son personnage, surtout qu'il va devoir vivre des choses très difficiles au cours de son aventure.
je vais pas spoiler. Ensuite il y a Mumei. Alors Mumei c'est mon coup de cœur, genre, je trouve qu'elle a... J'ai jamais retrouvé cette personnalité dans aucun autre animé en fait. Donc vraiment Mumei incroyable, en plus je trouve qu'elle a un bête de flow, c'est incroyable. Ensuite on a également la princesse Ayame Yomogawa qui vont devoir escorter du coup dans la station la plus fortifiée du pays, qui est donc l'héritière du clan Yomogawa. Et elle sera protégée par deux soldats, donc on aura Kibito et Kurusu. Donc Kibito, je l'aime beaucoup, genre c'est un peu le gars un peu qui rigole tout le temps et tout, les bons délires et tout. Et Kurusu c'est un peu le mec un peu sérieux, vous voyez, un peu c'est le Shoto, c'est le Shoto Todoroki de Cabaneri, c'est abusé. Ensuite on a aussi Takumi qui est donc en gros le meilleur pote de Ikoma, donc vraiment c'est son meilleur pote, c'est son ref, c'est son bro quoi. Ensuite les gars on a Kajika que j'aime beaucoup aussi, genre je la trouve sympa. On a aussi Sukari qui est vraiment genre le Bakugo, c'est-à-dire que c'est le rival vraiment de Ikoma, genre il lui casse les couilles pendant tout l'animé. Et pour finir les gars on a Yukina. Yukina je l'aime beaucoup, vraiment Yukina c'est ceux qui kiffent les meufs musclées, genre Tamiruko tu vois dans les machas. Voilà vous allez kiffer, genre regardez-moi cette putain de musculature gros, c'est comme Mikasa, genre c'est abusé. Mais je l'aime bien, genre c'est un peu la meuf, je sens pas les couilles et tout. Et je trouve vraiment tout cet équipage ça fait vraiment un très très bon mélange. Voilà, en plus de s'occuper des vieillards, des enfants et tout. Et je trouve ça hyper stylé. On a vraiment plein de personnalités différentes dans ce train. Et voilà, je trouve que les personnages sont vraiment cool. Au niveau des OST, on retrouve Sawano à la prod. Elles sont toutes incroyables, mais il y en a une qui est meilleure que les autres selon moi. Elle s'appelle Swag My Blood et elle est interprétée par Aimé ou Emer, je sais pas comment ça se dit en fait. Je vous mets un extrait du refrain. Imagine comment ça rend avec une scène épique où tu vois Mumei slasher des cabanés. J'adore vraiment cette artiste d'ailleurs, elle a une voix vraiment originale pour ceux qui ne connaissent pas. Elle a aussi fait l'opening de la saison 2 de Fire Force qui s'appelle Spark Again. Je vous conseille d'aller écouter ça par vous-même. Je peux pas tout vous mettre à cause des copyrights, mais je vous mets quelques liens dans la description et si ça vous intéresse. De toute façon la prod est faite par Sawano, et comme dirait Just Some Guy Without a Moustache, si c'est Aimé Hiroyuki, c'est forcément un chef-d'œuvre. Bon, et comme d'habitude, des commentaires sur le fait que cet anime est incroyablement sous-côté et que la musique est insane. Bon allez les gars, maintenant on passe à la conclusion. Bon bah voilà, en conclusion, si tu veux un bon animé de baston contre des zombies qui va te rappeler Attack Titan avec des OST de fils de pute, un opening et un ending incroyable, des personnages hyper cool et un univers vraiment incroyable, bah Cabaneri, je crois que c'est fait pour toi frérot. Eh ouais. D'ailleurs je viens juste de me rappeler que comme un connard j'ai oublié de vous parler de l'opening et l'ending. Alors l'opening je trouve vraiment, c'est assez spécial honnêtement. Genre soit vous allez beaucoup aimer, soit vous allez pas aimer. Personnellement j'étais un peu mitigé et j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier. Il a été fait par le groupe Egoist, groupe que j'adore aussi. Cet ending il a toujours été fait par Aimé et celui-là par contre, là je vous le conseille, c'est une masterclass. Voilà désolé, j'avais oublié dans la partie précédente de vous parler de l'opening et l'ending. C'est chose faite désormais. Ok les gars, passons maintenant au prochain animé. J'ai nommé Youth Literature ou en japonais Aoi Bunkaku Series. Wesh les rails, juste une petite pause parce que je me suis rendu compte pendant que je faisais le montage que ce que je faisais avant Cabaneri en fait c'était une putain de review, c'est-à-dire que je faisais partie par partie, conclusion, synopsis, personnage, musique, etc. Et en fait je me suis rendu compte que là ça fait genre littéralement 8 minutes que je suis en train de parler de Cabaneri, alors que je suis censé vous faire une rapide présentation de 4 animés, et je peux pas me permettre de faire 8 minutes par animé, je peux pas me faire une grosse review, je sais vous faire une rapide présentation. Du coup vraiment désolé d'avoir passé autant de temps sur Cabaneri, c'est juste que je crois que la liste c'est un de mes animés préférés, quoique le dernier aussi est pas mal. Et du coup bah juste pour vous dire que les prochains animés que je présenterai sera beaucoup plus rapide. Le but est de boucler tout ça en une vingtaine de minutes à peu près. Allez, salut, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Allez, on va passer à Aoi Bunkaku Series. Alors lui je m'en rappelle, je l'ai trouvé en perdant sur ma liste honnêtement. Et du coup j'ai fini par trouver cet animé. Et bah du coup je vais vous le présenter très rapidement. C'est parti. Youth Literature est un animé de 12 épisodes sorti en 2009 et produit par Madhouse. À la composition, on retrouve Chusei Murai et Tainouchi Hideki qui avaient déjà taffé en collab avec un autre compositeur sur Death Note, donc si vous trouvez que les musiques se ressemblent, c'est normal. Pour la réalisation, c'est un peu spécial car elle a été réalisée par plusieurs réalisateurs différents. Et on retrouve par exemple notre très cher Tetsuro Araki qu'on avait déjà vu auparavant, qui a réalisé les épisodes 5 et 6 de cet anime. L'anime est inspiré de 6 histoires tirées d'ouvrages de la littérature japonaise. Les 6 histoires sont adaptées de classiques japonais. Je vais vous donner donc les titres. Nous avons donc La déchéance d'un homme d'Osamu Dazai, Sous les fleurs de la forêt de cerisier d'Ango Sakaguchi, Le pourvoqueur des hommes de Natsume Soseki, Pour Melo d'Osamu Dazai encore une fois,
Le fil de l'araignée de Ryonosuke Akutagawa et Figure infernale, encore une fois de Ryonosuke Akutagawa. Alors je vais vous lire vite fait les synopsis et à chaque fois je vais essayer de vous dire vraiment ce que j'ai pensé, car en fait, étant donné que l'anime adapte les histoires, en fait c'est un peu comme si il était découpé en arcs. Donc je vais vous donner mon avis garanti sans spoil. Donc on commence avec la déchéance d'un homme. Le chemin d'un homme avec des sentiments intenses d'aliénation envers la société. Synopsis très court de la part de Wikipédia. Et je dois vous admettre que c'est véritablement mon arc préféré. Pour moi, c'est cet arc-là qui symbolise l'anime. D'ailleurs, en plus, le héros ressemble à Light Yagami. Enfin, le héros. C'est plutôt un méchant en soi. Mais en gros, comme son indique, c'est raconte la déchéance d'un homme. Et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Ça fait vraiment genre hyper publicitaire, mais pour que vous compreniez ce sentiment, il faudrait que vous alliez voir l'anime en fait. C'est triste, mais il faudrait que vous alliez voir l'anime. Ça m'a provoqué un sentiment, genre l'anime est hyper sombre, vraiment. D'ailleurs Stark est un des plus sombres des histoires racontées. Et je crois que ça fait partie de mon top 10 d'animés les plus sombres que j'ai vu. Enfin même le plus sombre. C'est... Je sais pas, genre... t'as quand même... on parle quand même de suicide, vraiment tout le temps, de meurtre. Il y a des limites des génocides, genre je pense surtout au dernier arc où en gros ça parle d'un meurtrier. Et c'est vraiment abusé quoi. Mais c'est vraiment un truc qui fait vraiment réfléchir. Genre... ça te fait te poser des questions philosophiques, t'es là, t'es en mode waouh, c'est ça la vie, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et pour moi, ce premier arc, c'est juste le meilleur. On enchaîne avec Sous les fleurs de la forêt de cerisier. Donc je vous lis encore une fois le synopsis. Un bandit trouve une belle jeune fille dans la forêt et l'emmène pour faire sa femme, mais elle n'est pas ce qu'elle semble être. Alors là, malheureusement, cet arc-là, c'est pour moi le point faible, parce que ça a beau être un des plus beaux, pour moi c'est celui que j'ai le moins préféré. J'ai pas vraiment compris le message philosophique derrière parce que chaque livre a un message philosophique. J'ai pas vraiment compris, mais j'ai plutôt bien kiffé cet arc. À part ça, on enchaîne avec Le pauvre cœur des hommes. Un jeune homme vit à Tokyo en tant que locataire d'un appartement appartenant à une veuve et sa fille. Il invite son ami d'enfance, un moine, à venir vivre avec lui dans l'espoir de l'aider à commencer une nouvelle vie. Le moine tombe amoureux de la fille de la veuve et des péripéties s'ensuivent. L'histoire est racontée à partir de deux points de vue, celui de l'homme et celle du moine. Alors tout comme Wikipédia nous le dit, cet arc-là est raconté de deux points de vue et c'est pour ça que cet arc-là est mon deuxième préféré après La déchéance d'un homme, simplement parce que je n'ai jamais vu ça dans un animé. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous attacher au premier personnage à travers le premier épisode qui raconte l'histoire de son point de vue et vous allez vous dire ah ouais l'autre c'est un enculé et puis après au deuxième épisode on change de point de vue et ils vont réussir à vous faire changer d'avis sur cet homme en vous disant ah non en fait lui c'est un bon et c'est l'autre c'est un enculé et c'est incroyable. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu ça dans un animé et c'est insane. Encore une fois c'est vraiment très dur de décrire ça avec des mots, faut vraiment l'avoir vu, c'est une expérience. Alors je trouve que c'est un peu comme Daylight Koebi, c'est-à-dire que soit vous avez regardé l'animé et vous êtes en mode c'est incroyable, ça a changé ma vie, soit vous êtes en mode ouais je comprends pas le message et tout. Donc c'est vraiment tout ou rien, je pense qu'il y a pas vraiment d'entre deux. On enchaîne avec Court Mélo. Un dramaturge écrit une pièce de théâtre basée sur un mythe grec, ravivant ainsi ses souvenirs et ses sentiments de trahison envers son ami d'enfance. Alors encore une fois là, rien de spécial à dire, je trouve que l'arc, je l'ai compris, genre il n'a pas un message philosophique très compliqué à comprendre. C'est tout de même mon deuxième arc que j'ai le moins aimé, après Sous les fleurs de la forêt de cerisier. Tout simplement parce que, je ne sais pas, je trouve qu'il a apparemment... Il y a de l'action, de l'histoire et tout, mais à part ça, je trouve qu'il y a vraiment d'ADN. Il y a pas l'alchimie qu'il y a dans d'autres arcs, par exemple. Et voilà. Ensuite, le fil de l'araignée, très connu celle-là. Quand Data, un cruel bandit, est exécuté et tombe en enfer. La seule bonne chose qu'il avait fait dans sa vie était de ne pas tuer une araignée qu'il avait rencontrée dans une ville. L'araignée lui tend un fil pour qu'il puisse grimper au ciel. Ça joue est de courte durée car elle se rend compte que d'autres ont commencé à grimper le fil derrière lui. Alors lui vraiment j'ai beaucoup aimé au niveau de la réalisation, tout simplement parce que c'est celui le plus rythmé de tous, parce que en gros ça tient en un épisode. La moitié de l'épisode c'est Kandata du coup qui est en enfer et la première moitié de l'épisode c'est lui qui tue des gens et il se bat contre des gardes et c'est juste incroyable et c'est comme je disais, on le voit qu'il tue plein de gens différents. Genre il s'en bat les couilles, il tue des enfants, des femmes, des hommes, il s'en fout. Et au final j'ai beaucoup aimé cet arc là pour sa réalisation de haute volée. On termine avec Figure infernale qui lui aussi tient en un seul épisode. Yoshihide, le plus grand peintre du pays, est chargé de réaliser une œuvre pour le roi. Un tableau du royaume engorgé de bonheur. Dans le royaume du roi despotique, le peintre ne voit que malheur, désespoir et la souffrance du peuple qui agonise. Il décide de réaliser son dernier ouvrage en hommage à ce pays tel qu'il est réellement. Alors là,
savoir que ce livre-là est écrit par le même auteur que celui qui a fait Le Fil de l'araignée. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'en fait, c'est dans le même monde, c'est dans le même royaume. C'est-à-dire que le même roi qui a condamné Kandata dans l'arc d'avant va voir le peintre Yoshihide juste après pour lui demander du coup de faire une peinture de son pays. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé cet arc, assez classique, tu vois. Mais un message philosophique pareil, très classique, mais ça donne vraiment véritablement à réfléchir, tu vois. C'est en mode, voilà, c'est un peu genre si on vous demandait de faire de la propagande pour un régime totalitaire, est-ce que vous auriez accepté ou pas? C'est vraiment très intéressant. Malheureusement, cet anime n'est clairement pas reconnu à sa juste valeur. Je le trouve vraiment cool. Il se fait des vrais débats philosophiques et il est vraiment lourd à regarder. Ça va vraiment vous mettre une grosse claque, même graphique. Genre, ça peut être sympa de voir des fois des animés de 2009 pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il est vraiment pas du tout représenté. Genre, vous tapez ça sur YouTube, personne ne connaît. Trouve à peine 2-3 AMV. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé les OST. On ressent vraiment l'influence de Death Note. Je vous mets un petit extrait. Voilà, donc vraiment, on a juste envie de se tailler les veines. Voilà, clairement. Ok les gars, bah j'ai fini de présenter l'animé. Je trouve que dans la liste, c'est clairement le plus philosophique de tous. Clairement, parce qu'en fait, bah, à chaque arc, tu vas te poser des questions philosophiques. Et c'est pour moi une grande qualité de cet anime. Voilà les gars, maintenant on passe au prochain anime. Belzebub est un anime de 60 épisodes sorti en 2011, réalisé par Nobuhiro Takamoto et produit par le studio Post, qui est une filiale du studio Pierrot, notamment connu pour Naruto ou Tokyo Ghoul. Il touche comme thème démon et lycée et il fait partie d'un genre bien particulier nommé le Furyo. D'ailleurs, le premier animé adapté d'un manga que nous allons aborder dans cette vidéo, d'autres ayant des animés soit originaux, soit adaptés de livres. Je vais déjà commencer par vous définir le genre du Furyo. Ce terme désigne les jeunes voyous au Japon et la petite délinquance. Faut savoir d'ailleurs que cet animé est le premier Furyo que j'ai vu, le deuxième étant GTO, et le dernier en date, Tokyo Revenger. C'est aussi un des premiers animés que j'ai vu dans ma vie et je l'ai vu en VF. Alors je sais, beaucoup de monde ne jure que par la VO, et moi quand j'ai commencé les animés, j'ai regardé en VF tout naturellement, et honnêtement moi la VF m'a pas dérangé plus que ça, je la trouvais vraiment bonne, voire excellente à certains moments. Ok maintenant les gars, je vais vous lire le synopsis de Wikipédia. Tatsumi Oga est un délinquant et étudiant au lycée d'Ishiyama. Il est surnommé Oga le fou furieux par les autres élèves. Un jour, il voit un homme flottant sur un fleuve et décide de le ramener à la rive et à sa grande surprise, le corps de cet homme s'ouvre en deux. En sort un cheveu au bébé vert qui se trouve être le fils du roi des démons, Kaiser de Emperana Belzebub IV, surnommé Bel. Oga apprend qu'il a été choisi pour être son parent et doit donc élever le bébé jusqu'à ce que celui-ci soit en âge de détruire l'humanité. C'est la servante et mère du bébé, Hildegarde, qui, venant à sa rencontre pour tenter de reprendre le bébé, le lui révèle, après avoir vu que Baby Bell ne voulait pas le lâcher. Hilda lui dit qu'il est lié par un contrat avec Bell et l'informe qu'il mourra s'ils sont séparés de plus de 15 mètres. Ne voulant pas assumer sa charge paternelle et ses responsabilités, Oga cherche à transmettre Baby Bell à quelqu'un d'autre. Ce qu'il peut faire si cette personne est plus forte et plus mauvaise que lui. Baby Bell s'attacherait alors à cette personne au lieu d'Oga. Ainsi commence l'histoire de Tatsumi Oga, père, entre guillemets, du futur roi des démons et réceptacle de ses pouvoirs. Et c'est ça d'ailleurs que je kiffe avec l'anime, c'est qu'en fait, Oga de base, ce mec-là est hyper fort, c'est le plus fort de son lycée, mais en plus, il a accès au pouvoir du seigneur, enfin du futur seigneur des démons. Ça qui est incroyable. L'animé est juste une putain de masterclass. Alors malheureusement ça adapte pas tout le manga, à la fin il y a une sorte de plot twist. Je vais pas vous spoiler évidemment, mais ça donne vraiment envie de lire le manga. J'aimerais beaucoup d'ailleurs qu'il fasse une sorte de, je sais pas, de reboot, qui ressorte l'animé avec des graphismes de 2021. C'est vraiment lourd. Il y a plein de combats, enfin c'est du Furyo quoi. C'est l'univers des Yakuza, des gangs, c'est hyper stylé. D'ailleurs j'aimerais aussi vous parler du groupe TKKH. En gros c'est un groupe de 4 rakai qui a été les plus forts du lycée avant l'arrivée d'Oga, et en gros il va les battre successivement et puis elles vont plus tard devenir ses amis. Ensuite ils les iront battre d'autres ennemis de plus en plus puissants, mais évidemment je vous laisse la joie de découvrir ça en animé. Aussi beaucoup Hildegarde, donc Hilda, tout simplement parce que il y a une sorte de paradoxe en fait, parce qu'elle est toujours froide avec tout le monde sauf avec le bébé, parce qu'elle le kiffe, c'est un peu comme si c'était sa propre mère, et en même temps elle dit quand même à Oga que c'est sa meuf et tout. Donc personnellement bah, moi dès le début tu vois je voulais trop qu'ils sortent ensemble et tout, et au final il y a une petite romance qui est mise entre eux. J'aime bien que c'est un peu bizarre parce que des fois elle lui nique sa mère et tout, et juste après elle dit ouais je suis ta meuf et tout, sois prudent et tout, mais bon j'aime bien que c'est un peu bizarre, mais j'aime bien cette relation un peu d'amour-haine qui est entre les deux, je trouve ça hyper stylé. Puis enfin ça fait plaisir genre de voir une meuf qui est juste aussi fort que le personnage principal, ça fait vraiment plaisir. Et voilà les rays, j'ai fini de vous présenter Belzebub, alors j'espère vraiment que vous allez kiffer cet animé. Honnêtement c'est clairement celui où il y a le plus de baston, c'est la bagarre, c'est vraiment incroyable, les combats sont vraiment bien faits, genre pour un animé de 2011. Je sais pas pourquoi, mais la mise en scène de temps en temps me fait beaucoup penser à du One Piece. Je sais pas forcément pourquoi, mais ça me fait penser à ça.
Honnêtement, je pense que vous allez vraiment kiffer cet animé. Bah, ça reste un shonen neketsu classique, enfin classique. Je trouve d'ailleurs que je dis classique, hein, mais c'est plutôt au niveau des combats, des pouvoirs, tout ça. Mais au final, je trouve que le scénario est quand même plutôt original, tu vois. Genre, j'y aurais pas forcément pensé. En tout cas, très bon animé. Il est long en plus, donc vous avez le temps de le voir. 60 épisodes, c'est plutôt cool au niveau de la longueur. Et puis nous, on va directement passer au prochain animé. Alors, Code Geass, c'est quoi? Code Geass, c'est 2 saisons de 25 épisodes chacune, 5 OAV d'une durée d'1 heure chacun, 3 films récapitulatifs et un nouveau film faisant office de suite alternative. Code Geass, sorti en 2006, a été réalisé par Goro Taniguchi et scénarisé par Eiichiro Okuchi. Vous verrez que le scénario a vraiment son importance dans cet animé. Il a été produit par le studio Sunrise qui sont derrière les Gundam. Il touche comme genre fantastique, mecha, science-fiction, drame. Maintenant, on passe au synopsis. Le 10 août 2010 du calendrier impérial, le Saint-Empire de Britannia écrase des forces japonaises et conquiert le pays en moins d'un mois grâce à leur nouveau mecha nommé Nightmare. Dans la défaite, le Japon perdit son indépendance et fut renommé Uri 11. Les Japonais quant à eux perdirent leurs droits et leur identité nationale, renommée Eleven. Ils furent déplacés dans des ghettos, cédant la majeure partie du territoire aux colons britanniques. Tant des mouvements rebelles naissent et les nationalistes japonais continuent la lutte pour l'indépendance. Un jeune homme nommé Lelouch s'est juré de détruire l'empire de Britannia, depuis que son père, l'empereur de Britannia lui-même, ne fit rien pour pourchasser les responsables de l'attentat qui coûtait la vie de sa mère et qui mutila sa jeune sœur. 7 ans plus tard, lors d'une altercation entre un groupe de rebelles Eleven et l'armée britannienne, il découvre un secret militaire. Une mystérieuse jeune fille connue seulement sous le nom de Situ. En entrant en contact avec elle, Lelouch obtient le Geass, le pouvoir des rois, qui se manifeste chez Lelouch par le pouvoir de l'obéissance absolue, qui lui permet d'imposer sa volonté à toute personne qui croise son regard. Ce pouvoir est cependant limité par le fait qu'il n'est possible de l'utiliser qu'une seule fois sur la même personne. Grâce à ce pouvoir, Lelouch va pouvoir mener son combat tant voulu contre Britannia afin de réaliser ses deux rêves, venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Il prendra alors l'alias de Zéro et créera une organisation terroriste qu'il nommera l'Ordre des Chevaliers Noirs. Alors pour moi, Code Geass c'est juste une masterclass. De tous les animés qu'on a vus, c'est le seul que je considère comme un chef-d'œuvre, à côté d'autres grands noms comme One Piece ou Evangelion. Une des grandes forces de l'animé, c'est clairement son scénario, son développement et son écriture des personnages. Je pense notamment à Situ qui va nous dévoiler petit à petit tout son background, et putain quel background. L'or de la série est incroyable, il y a plein de Geass différents et pratiquement toutes les grandes puissances sont développées. Et pratiquement car Europia reste la grande oubliée de la série, même s'ils se sont rattrapés dans les OAV pour la développer. Le monde n'est pas manichéen, c'est comme dans One Piece, il peut y avoir des fils de pute et des gentils dans les deux camps. Il y en a même qui vont changer de camp. Le chara-design des personnages est un peu bizarre au début, mais on s'habitue très vite. Les mechas sont stylés, il y en a pas trop donc c'est cool pour ceux qui veulent commencer les mechas ou alors ceux qui n'aiment pas les mechas mais qui veulent voir une dinguerie en termes de scénario. Les OST vont très bien avec l'animé, le premier opening est masterclass, il y a des rebondissements, il y a des waifus et la fin est meilleure que celle de Death Note. Bref, s'il y a un animé dans la vidéo qui mérite d'être regardé, c'est bien celui-là. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il est vraiment sous-côté de fou, malgré son énorme fanbase sur my animalist, j'en vois personne en parler, ça me rend ouf. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais trouvé cet animé en tapant sur Google, animé comme Death Note, et j'étais tombé sur le Code Geass. Voilà. Bon les je vous ai présenté 4 animés sous-côté mais qui sont pourtant insane. J'ai beaucoup taffé sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas vraiment combien d'heures j'ai passé dessus, je vous montrerai aussi un visuel du montage final. J'ai beaucoup d'idées de vidéos pour ma chaîne que je vous affiche à l'écran. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous voudriez voir en premier. Dites-moi aussi si j'ai réussi à vous faire découvrir un animé. Je pense honnêtement que j'ai réussi, il y en a qui étaient vraiment pas connus du tout, je pense notamment à Youth Literature ou à Cabaneri. Je vous mets à l'écran le youtubeur Pose Manga qui a fait des vidéos sur Code Geass et Youth Literature. Ces vidéos sont beaucoup plus travaillées que les miennes, donc si vous voulez en découvrir plus ces animés, je vous les conseille. N'hésite pas également à aller checker la description, je t'ai mis plein de liens utiles, comme par exemple le OST de Cabaneri, Chug My Blood. Faites pas les fous, allez me follow sur les réseaux, ce sera à la fin de la vidéo dans la description, donc t'as pas d'excuse pour aller me follow. Ensuite, shout out au Ref avec Blueness qui m'a fait cette miniature incroyable, il est grave fort en miniature. Je mis son Twitter et son YouTube à l'écran, ils sont aussi dans la description. Pour finir, n'hésitez pas à écrire un commentaire d'encouragement, à lâcher un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne pas rater des futures vidéos, et je termine cette vidéo en dédicaçant mon frère Yanis. Sur ce, ciao!